La Russie est donc, je vous le disais, accusée par la Pologne de vouloir favoriser un flux de migrants pour déstabiliser l'Europe. La Russie qui bloque également l'exportation des céréales, qui tend la main aux putschistes en Afrique. Bref, une force de déstabilisation mondiale que l'on va tâcher d'analyser juste après les indispensables de Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, parmi toutes les méthodes dont je viens de parler, il y a cette déstabilisation d'abord aux frontières de l'OTAN. Oui, en l'occurrence à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Varsovie a poussé un nouveau cri d'alarme il y a quelques heures. Les gardes-frontières polonais ont diffusé ces images où l'on voit un groupe de soldats polonais qui va être lancé tout en haut par un projectile, qui va être visé par un projectile lancé de l'autre côté des barrières. Les patrouilles sur place affirment qu'il s'agit de l'œuvre de groupes de migrants à qui on a facilité le passage pour ouvrir une brèche dans la surveillance des frontières. Notons que la Lettonie fait état des mêmes incidents. Pour le gouvernement polonais, ça ne fait aucun doute. Minsk et Moscou sont à la manœuvre. Écoutez le vice-ministre de l'Intérieur polonais. Szanowni Państwo, nadal rośnie presja migracyjna na granicy białoruskiej. Mamy do czynienia ze zorganizowaną przez służby specjalne Rosji i Białorusi zorganizowaną akcję coraz silniejszą, coraz bardziej intensywną na granicę polsko-białoruską. La semaine dernière déjà, le Premier ministre mettait en garde contre une telle opération et soulignait l'implication des miliciens de Wagner. Écoutez. Teraz sytuacja staje się jeszcze groźniejsza. Otóż mamy informację, że ponad 100 najemników grupy Wagnera przesunęło się w kierunku przesmyku suwalskiego niedaleko Grodna na Białorusi. Po co to zrobili? Na pewno jest to krok w kierunku dalszego ataku hybrydowego na polskie terytorium. Będą pewnie przebrani za białoruską Straż Graniczną i będą pomagali nielegalnym imigrantom przedostać się na terytorium Polski, zdestabilizować Polskę. Désormais, Varsovie affirme avoir la preuve qu'un groupe criminel qui organise la migration illégale agit bel et bien. D'après le commandant en chef des gardes-frontières polonais, rien que sur le mois de juillet, 4000 personnes ont tenté de franchir illégalement la frontière polono-biélorusse et 19 000 depuis le mois de juillet, en 7 mois donc. Au total, l'an dernier, les autorités en avaient comptabilisé 16 000, rien que sur l'année 2022. Bref, pour Varsovie, il s'agit d'une nouvelle provocation russe. Les gardes-frontières demandent désormais 1000 soldats de plus à la frontière. D'un mot, il faut savoir que cette tension entre la Biélorussie et la Pologne au sujet des migrants ne date pas d'hier. Depuis 2 ans maintenant, Varsovie fait face à une vaste crise migratoire. C'est ce qui l'avait conduit à ériger ce mur en début d'année 2022. On se souvient également de ces images où on voyait des migrants, en majorité venus du Moyen-Orient, campés à la frontière. Certains étaient morts de froid. Et déjà à l'époque, Minsk était accusé d'avoir organisé ces mouvements en offrant des visas et en affrétant des vols. Deuxième méthode de déstabilisation, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, organiser le désordre du commerce des céréales. Oui, regardez ces centaines de camions remplis de céréales bloqués sur les routes d'Odessa en attente de livraison et donc bloqués aux portes de la ville, conséquence du retrait de l'accord céréalier de Moscou, car Kiev ne peut plus exporter directement depuis la mer Noire et Moscou n'est pas revenu sur sa décision de cesser le blocus. En parallèle, l'armée russe continue de cibler les infrastructures céréalières et d'empêcher l'exportation par les routes terrestres. Dernière attaque en date la semaine dernière près du Danube, dans les ports de Rezhny et d'Ismaïl, à 30 km de la Moldavie. 2 attaques massives de drones sur des silos à grains. Bilan, 40 000 tonnes de céréales inexploitables d'après Kiev. De fait, la Russie prive par tous les moyens l'Ukraine de sa participation au commerce mondial et pour cause, à chaque fois que les stocks ukrainiens sont ciblés, le prix du blé flambe, 232 € la tonne au 7 juillet dernier contre 261 € le 25 juillet. Troisième méthode de déstabilisation, cette fois sur le continent africain. Oui, via l'implantation de la milice Wagner. En Afrique, Wagner a l'habitude d'offrir un catalogue de services aux régimes en difficulté.
au Soudan, en Libye, au Mozambique, au Burkina Faso ou encore en République centrafricaine. Et plus récemment, on sait que dès l'installation de la junte militaire au Niger, il y a 2 semaines, Wagner a proposé ses services. D'après la présidente de l'African Security Sector Network, Nyagale Bagayoko, c'est sur la guerre informationnelle que Wagner tire son épingle du jeu. Elle était sur notre antenne hier soir, écoutez. On s'aperçoit que là où Wagner a été particulièrement efficace n'est pas sur le terrain, ce n'est pas au niveau tactique, c'est en matière de guerre informationnelle. Et c'est là que leur influence s'avère redoutable. Deux dernières informations, Emmanuel. Les entreprises spatiales russes sont en passe d'offrir leurs satellites aux régions d'Afrique où la technologie est encore faible. Et des partenariats ont également été conclus à Saint-Pétersbourg le 27 juillet dernier lors du sommet Russe-Afrique entre le média russe Sputnik et les agences de presse nationales du Sénégal, de Mauritanie, du Kenya ou encore d'Ouganda. Merci beaucoup, Lucille. Je me tourne vers notre spécialiste défense, Jean-Dominique Merchet. C'est une méthode de guerre classique, déstabiliser d'autres pays, en l'occurrence le bloc occidental qui soutient l'Ukraine. L'arme migratoire, elle semble, si c'est avéré, et puis on parle de quelques milliers de personnes, mais elle semble presque inattendue. Inattendue, et pourtant, on avait déjà eu une crise comme ça il y a 2 ans, durant l'été 2021, où le régime biélorusse, sans doute avec la complicité de Moscou déjà, avait fait venir des migrants du Moyen-Orient, essentiellement des Irakiens, pour l'essentiel, si ma mémoire est bonne, et les avait accueillis en Biélorussie. Ils leur avaient dit « Ah, mais vous pouvez aller en Pologne ». Donc ils s'est retrouvés à la frontière avec la Pologne. On sait que les Polonais ne sont pas très, on va dire, enthousiastes à l'idée d'accueillir des migrants qui ne sont pas blonds aux yeux bleus. Confère ce mur. En revanche, ils ont accueilli énormément d'Ukrainiens. Ils ont accueilli, je crois, 1 500 000 réfugiés ukrainiens quand même. C'est colossal pour la Pologne. Mais les immigrants venant du Moyen-Orient ne sont pas vraiment les bienvenus en Pologne. Donc effectivement, on a un gouvernement nationaliste et conservateur en Pologne qui considère que, effectivement, pour lui, c'est une forte déstabilisation. C'est vrai qu'on parle de quelques milliers de gens pour l'instant. C'est pas une vague migratoire comme on a pu en connaître en 2015 avec des centaines de milliers de gens sur les routes qui traversent. Mais oui, effectivement, la migration fait partie des armes de déstabilisation. On l'avait vu avec le Maroc, quand le Maroc ouvrait ses vannes pour les laisser passer en Espagne, quand il y avait des problèmes avec l'Espagne. On l'avait vu avec la Turquie, à un moment, qui laissait passer les gens vers la Grèce. C'est une arme comme une autre, et y répondre, c'est vraiment pas si simple, parce que qu'est-ce qu'on fait? On met un mur de Berlin derrière lequel on enferme les gens. C'est compliqué. Bon, en tout cas, en Pologne, Olivier Védrine, ils en parlent beaucoup en ce moment. Il faut dire quand même qu'il y a des élections législatives qui arrivent au mois d'octobre, que tous les regards sont tournés vers la Russie. Mais comment vous analysez cette stratégie, puisqu'on a quelques éléments de preuve sur ce que font les Biélorusses? C'est ce qui a été déjà dit. Ça fait partie des capacités de nuisance de la Russie, ça fait partie de la guerre hybride. C'est un moyen de déstabilisation juste avant les élections en Pologne, donc c'est bien joué. C'est un élément en plus de cette stratégie globale. Moi je dis, bon, Poutine il a déclaré la guerre mondiale contre nos valeurs. Donc que ça soit en Afrique, en Europe et avec un épicentre en Ukraine. Voilà. Donc, et là, il utilise, comme il n'a pas la puissance de l'URSS, mais il a une grosse capacité de nuisance au niveau de l'Union européenne. Il a une capacité militaire en Ukraine. C'est une grande puissance, mais une puissance pauvre. Et donc là, dans cette guerre hybride, la Pologne et les États baltes, on va avoir cette politique qui a eu 2 ans, à savoir de migrants qui vont être envoyés sur les frontières. Et c'est totalement dans cette politique de déstabilisation. Je vous rappelle qu'année prochaine, il y a aussi les élections européennes du Parlement. Oui.
Bien sûr. Mariana Perez-Benessiuk. Alors maintenant que Jean-Dominique a rappelé que c'est une arme qui est en fait beaucoup plus commune que ce qu'on ne pense, et je vais revenir vers la Russie. Il ne s'agit en aucun cas d'innovation pour la Russie. Elle est très experte en la matière d'utiliser cette arme, et je pense que beaucoup de gens oublient le rôle joué par la Russie dans la crise migratoire justement en Europe, la gigantesque crise migratoire de 2015, parce que même si à l'époque c'était la Turquie qui a mené quasiment des dizaines, voire des centaines de milliers de migrants vers les portes de l'Europe, il faut se rappeler qui avait fabriqué ces migrants, et qui avait fabriqué ces migrants quasiment sciemment. C'était quand même la Russie, avec son aviation, avec son soutien au régime de Bachar al-Assad, qui bombardait sans cesse des villes et des civils, qui ciblait des civils. Alors quand on cible des civils, c'est normal, il y a des gens qui se mettent en route pour protéger leurs familles, pour protéger leurs enfants. Normalement, on avait vu ça également avec la guerre en Ukraine, normalement les réfugiés qui cherchent la sécurité, ils vont d'abord dans les États limitrophes, mais puis quand la situation stagne, et puisqu'elle a stagné à cause du soutien russe, ces gens ont commencé à chercher à aller mieux, et c'est là... il y a dès le départ, il y a eu quand même un grand calcul. La Russie n'étant pas seule responsable du conflit en Syrie, bien sûr, mais enfin ils ont soufflé sur un certain nombre de. Ah non, mais la Russie est quand même grandement responsable. La Russie est grandement responsable de frappes sur les civils. Ça, c'est indubitable. Philomène Remy. Oui, non, pour apporter quelques détails sur cette crise migratoire qui, comme vous l'avez tous dit autour du plateau, elle n'est pas nouvelle. Elle a démarré il y a 2 ans, mais il faut quand même rappeler le caractère particulièrement atroce, même si on ne parle pas de centaines de milliers de personnes, on parle de milliers de personnes. Et donc, vous avez dit qu'il y a 2 ans, les nationalités, c'était principalement irakiens. Eh bien, cette année, les gardes-frontières ont recensé de nouvelles nationalités qui montrent bien que c'est en train de changer. Nigeria, Soudan, Congo, Togo, Bénin, Madagascar, Côte d'Ivoire, Kenya, Érythrée, donc des migrants, des nationalités qu'ils n'avaient jamais vues auparavant. Et autre différence qu'expliquaient les ONG sur place et les gardes-frontières, c'est qu'apparemment, les migrants ne transitent désormais plus directement par Minsk, mais d'abord par Moscou, ce qui montre bien le caractère totalement direct. Et il faut quand même rappeler que donc, cette forêt, elle est quand même, puisque donc, il y a ce mur de 186 km très précisément qui a été construit, mais il reste 230 km de forêt où donc il n'y a pas de mur. Et c'est là qu'ils essayent de franchir à tout prix ces migrants la frontière. Et donc cette forêt, on la surnomme quand même la forêt de l'horreur. Oui, autre crise migratoire très lourde. On a beaucoup parlé de celle qui se passe aussi en Tunisie en ce moment, avec des milliers de populations d'Afrique subsaharienne qui sont parfois en train de mourir dans le désert. L'immigration, c'est clair. Merci pour ces éclairages. Il y a les céréales. On en parle depuis des semaines. Il faut en reparler, Jean-Luc Merchet, parce que là, c'est une vraie mèche lente. C'est-à-dire que pour l'instant, ça ne produit pas d'effet en dehors de quelques fluctuations sur le marché du blé, des fluctuations qui sont à la hausse. C'est pas encore une explosion, mais on le sait, les récoltes ont eu lieu cet été, donc les cargaisons sont sur le papier prêtes. Elles risquent de ne pas pouvoir partir, et là, ça risque d'avoir des conséquences encore plus importantes. Oui, alors c'est des attaques... on pourrait quasiment penser qu'elles relèvent du crime de guerre, parce qu'elles visent quand même, au final, à empêcher des gens de se nourrir. Puisqu'on produit du blé dans un monde qui a besoin de blé. C'est la base de l'alimentation dans un certain nombre de pays du Moyen-Orient par exemple, où la Russie et l'Ukraine sont des fournisseurs essentiels. Attaquer ça. Alors évidemment, la Russie vise l'économie ukrainienne. L'économie ukrainienne dépend en partie de ces exportations de céréales. Et c'est vrai qu'on est... Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des récoltes ? On les stocke dans les silos, mais si les silos ne peuvent pas être vidés, il y a un énorme problème là, parce qu'il n'y a pas d'autres... Ou quand ils sont détruits, il y a quasiment 100 000 tonnes de céréales qui ont été détruites. Si on ne peut pas les sortir du pays, on est dans une économie de flux, on n'est pas dans une économie de stock. Donc il faut que ce soit écoulé pour avant la récolte suivante. Donc effectivement là, il se peut, à moins qu'on trouve des solutions, et on essaie d'en trouver avec l'exportation via le Danube.
pour écouler les céréales ukrainiennes, on risque effectivement une crise non pas de surproduction, mais d'incapacité à stocker la production de cette année, et donc d'avoir des pertes et des milliers de tonnes, peut-être plus que ça, des centaines de milliers de tonnes qui pourraient disparaître, alors que des gens dans le monde ont faim. C'est quand même quelque chose qui est moralement, on peut le comprendre d'un point de vue de la stratégie, d'un point de vue de la morale, ça pose quand même de vrais problèmes à la Russie, parce que c'est quand même la Russie qui est responsable de ça. Elle raconte, oui, on va donner 50 000 tonnes ou je sais quoi. C'est un rapport de 1 à 100 entre ce qu'elle prétend donner et ce qu'elle interdit d'exporter. Oui. Et puis c'est le docteur Knock qui crée la maladie et qui donne le médicament pour votre analyse là-dessus, parce que... Alors, il y a deux choses sur cette crise céréale. Premièrement, il y a un enjeu économique, à savoir affaiblir effectivement le moyen de l'Ukraine d'acheter des armes, de se défendre, de faire fonctionner son économie, c'est premièrement. Deuxièmement, la faim. Le chantage de la faim, ça a été utilisé par Staline, Holodomor, où le blé était vendu pour faire des devises pour soutenir l'URSS. Alors, Holodomor, on rappelle, c'est la grande famine en Ukraine. 6 millions de morts. Voilà, 6 millions de morts. Donc voilà. Pour exterminer les Ukrainiens, surtout. Pardon. Pour exterminer les Ukrainiens. C'est pour ça que je dis génocide. Et donc là, si vous voulez, le chantage à la faim, jouer sur la faim, ce n'est pas nouveau. Donc, dans la stratégie de Poutine, ce n'est pas choquant d'affamer des populations pour un but stratégique, ce qu'a fait Staline, Holodomor, en plus de tuer un peuple, économiquement, il a fait rentrer des devises. Mais là, ça risque d'affamer des peuples qui sont loin de l'Ukraine, d'ailleurs, parce que... Justement, Mariana. Parce qu'on a changé de thème, mais je n'ai pas l'impression qu'on a changé de thème. Au-delà des enjeux économiques et de cette dimension des terreurs, de peur de la faim pour ceux qui l'ont connu ou peuvent connaître, il y a aussi une crise migratoire, une future crise migratoire des grandes ampleurs à venir. C'est très intéressant ce que vient de dire Philomène, qu'on vient de voir le changement de la sociologie parmi ces migrants que la Russie amène sciemment en Biélorussie pour les transférer en Europe. Maintenant, nous avons les faits qui se produisent maintenant. Vous avez eu raison de souligner que les effets se ressentiront plus tard. Les effets se ressentiront en premier lieu où ? Dans ces mêmes pays de l'Afrique noire où il y aura la faim, où il n'y aura pas assez à manger, eh bien, qu'est-ce que cela provoquera ? Eh bien, ça mettra, encore une fois, des centaines de milliers de personnes en route pour essayer de survivre, de gagner un peu d'argent, d'envoyer à la famille à la maison pour que la famille puisse manger. Et donc, à terme, nous risquons d'avoir non pas 19 000 personnes amenées par la Russie en Biélorussie, mais 190, voire ces gens-là peuvent prendre la route par eux-mêmes et risquer leur vie dans ce désert à la frontière de la Tunisie, de la Libye. Vous voyez, la Russie, elle utilise de manière très très habile cette horrible arme en manipulant des centaines, voire des millions de personnes, en leur infligeant des peines, en les obligeant à se mettre en route. Pourquoi ? Pour déstabiliser le continent européen. Pourquoi ? Parce que nous savons que ces crises-là favorisent l'essor des extrêmes et que la Russie est connue comme un sponsor politique, voire financier, de différents partis d'extrême gauche et d'extrême droite, en France comme dans tous les autres pays de l'Europe. Et on pourrait rappeler que les printemps arabes en 2011 ont beaucoup été liés à l'augmentation des prix de denrées alimentaires de base, notamment en Égypte et ailleurs. Philomène. Moi, je partage totalement l'avis de Jean-Dominique Merchet. Je trouve que retenir le blé de la sorte à des Africains, je rappelle aussi qu'en Afrique, la Corne de l'Afrique traverse la pire famine depuis 1945 actuellement. Donc, je pense que cela devrait être considéré comme un crime de guerre. Et puis, dans tout ça, il s'arrête pas là, Vladimir Poutine. Il va donner effectivement quelques sacs à certains pays africains, mais surtout, il va utiliser ses grandes réserves de blé, parce qu'il faut préciser que la Russie a fait une extraordinaire récolte. Eh bien, il va l'Ukraine aussi. Et l'Ukraine aussi, oui, mais bon. Il va utiliser ces sacs de blé pour aller faire du troc en Corée du Nord
pour acheter des missiles, puisque le ministre de la Défense Shoigu était il y a quelques jours en Corée du Nord, et je rappelle la Corée du Nord qui elle aussi fait face à de terribles famines. Mais donc il y a une instrumentalisation du blé dans ce conflit qui est terrible. C'est ce qu'on appelle toujours d'ailleurs l'arme alimentaire. Mais pendant longtemps, on considérait que l'arme alimentaire, c'était la capacité de nourrir les gens. Parce que quand vous nourrissez les gens, eh ben ils deviennent dépendants de vous. Quand on produit et pour exporter, on crée de la dépendance. C'était le cas du rapport Nord-Sud avec l'Afrique où les productions locales avaient été affaiblies et ils étaient nourris avec des céréales importées d'Occident ou d'autres pays comme la Russie et l'Ukraine. Là, on a l'arme alimentaire qui est utilisée non pas comme instrument de domination en nourrissant les gens, mais au contraire en coupant leur alimentation. C'est quand même, on l'a pas vu souvent, ça, cet usage. Alors, sauf si, je reviens sur la notion de Dr Knock, sauf s'il coupe certains approvisionnements et que derrière, il arrive avec quelques milliers de tonnes de céréales. Oui, bien sûr. En sauveur. Il est dans une concurrence économique aussi, c'est vrai qu'ils ont de bonnes récoltes. Auront-ils la capacité de les exporter? Le feront-ils? Voilà. Mais en tout cas, effectivement, ce chantage alimentaire est vraiment pas honorable. Et je ne pourrais que rajouter que malheureusement, Moscou n'est pas à son coup d'essai dans l'utilisation de cette arme. Olivier avait déjà évoqué le génocide par la faim qui a été infligé par Moscou à l'Ukraine dans les années 30, qui a résulté à un mort de plusieurs millions d'Ukrainiens. Mais il faut aussi savoir que Moscou, au cours de décennies, Moscou a essayé et a exporté cette arme. On peut rappeler, par exemple, de l'époque de l'Union soviétique, quand l'Union soviétique a porté son aide au régime éthiopien pendant la guerre civile contre les rebelles du Nord, ils ont insufflé cette idée et c'est eux, de fait, qui ont instauré une sorte de blocus alimentaire qui a résulté à une très très grande faim dans la région, un crime de guerre absolument terrible. Et on sait par la suite que les ONG, pour pouvoir apporter ne serait-ce qu'un tout petit peu d'aide aux populations affectées, étaient obligées de jouer le jeu du régime éthiopien et de l'Union soviétique et de prétendre que c'était une sorte de faim naturelle, juste pour qu'on les laisse passer avec un peu d'aide, alors qu'en réalité c'était une faim pour une grande partie artificielle. Alors, oui, les actualités se rejoignent pour conclure sur cette déstabilisation globale, puisqu'on voit ce qui se passe en ce moment au Sahel. Au Niger, on voit le rôle de certains pays qui ont connu des putschs récemment, qui se sont tournés vers la Russie. Elle fonctionne, la politique d'implantation russe, notamment dans un certain nombre de pays. Et ça aussi, c'est une arme pour Poutine. Oui, c'est un pour Poutine, mais moi je le déclare, vous avez le chantage alimentaire qui va déboucher sur un chantage aux migrants. Vous avez la guerre en Ukraine, vous avez l'implantation en Afrique, vous avez l'alliance avec la Corée du Nord, vous avez eu la déstabilisation des élections aux États-Unis, vous avez de la part de Poutine la déclaration d'une guerre mondiale contre l'Occident. Faut arrêter de se voiler la face. L'Ukraine, pour l'instant, tout le monde se focalise sur l'Ukraine parce que l'Ukraine paye le prix le plus cher dans ce combat. Mais Poutine... C'est la première ligne. C'est le premier round. Poutine a déclaré la guerre à nos valeurs, à notre bloc, qui est le bloc occidental. Je dirais tout simplement, l'Ukraine ne paye pas le prix. L'Ukraine, elle résiste jusqu'au bout. C'est même pour cela qu'elle paye ce prix-là. Mais je rejoins tout à fait Olivier. C'est plutôt, on se rend compte que la Russie a déclaré la guerre, et pas hier, il y a bien longtemps, à l'Occident tout entier. Le mieux c'est. Il
Philomène Remy. Oui, moi j'ai l'impression qu'il a déclaré la guerre au monde entier, parce que avec ce qui est en train de se passer en fait au Niger, ce serait totalement inédit qu'on ait deux blocs d'Afrique de l'Ouest qui s'affronteraient. Ça n'est jamais arrivé. Je rappelle, deux blocs, donc d'un côté le Niger, le Mali, le Burkina Faso, de l'autre le Nigeria, notamment le Sénégal et la Côte d'Ivoire. On n'en est pas là, heureusement, mais on en parlera tout à l'heure avec mais j'ai l'impression la carte blanche de Jean-Dominique Merchet. De mettre le feu partout. Oui. Sauf en Corée du Nord. Sauf en Corée du Nord, c'est vrai. En Iran et au Venezuela. Jean-Dominique. Oui, moi je pense qu'il s'en L'arc de la France en soumise. Je pense qu'il s'en prend d'abord et avant tout à l'Occident. À l'Occident. L'ennemi, c'est l'Occident. C'est d'abord... et c'est d'abord les Américains. Il est en rivalité. Il considère que les Européens ne sont que les marionnettes des Américains, que l'Ukraine, ça n'existe pas, et que les Baltes et les Polonais, c'est tout juste s'ils ont le droit d'exister en tant que nation souveraine. Non, il est dans... Il essaie, Vladimir Poutine essaie de revenir à ce qui était cette espèce de duopole américano-soviétique de la guerre froide, mais c'est un rêve absolu. Il n'en a absolument pas les moyens. Il essaie par tous les bouts. Il a essayé en Ukraine, ça marche pas. Il va essayer avec le blé, mais ça ne marchera pas non plus parce que on voit bien que il n'est pas capable de constituer un bloc derrière lui. Même la Chine, qui n'a pas envie qu'il perde, n'a pas non plus envie totalement qu'il gagne. Et puis, on ne sait pas de quoi la Chine a envie au final. Oui, voilà. On en parle beaucoup sur ce plateau. Elle n'a pas envie à ce que le prix des produits alimentaires monte. Voilà. Parce que la Chine, elle est quand même très sensible à la paix sociale. L'économie de la Chine va assez mal. Le régime chinois est très sensible à la paix sociale. Et la Russie est ce qu'on peut appeler une puissance révisionniste qui essaie de changer l'ordre du monde. Elle juge qu'il ne lui est pas favorable. Sauf que elle n'en a pas les moyens. Elle n'en aura jamais les moyens. Son économie ne lui permet pas de faire ça. Son armée ne lui permet pas de faire ça. Elle ne suscite pas d'attrait comme peut en susciter les gens. Les migrants, ils viennent en Occident. Ils n'ont pas envie d'aller vivre en Russie. Les ingénieurs quittent la Russie. Ils vont pas. Donc c'est une illusion. Il se raconte une histoire, sauf qu'en se racontant une histoire, il nous plonge dans une tragédie. Alors c'est peut-être un signe aussi, parce que ça rappelle aussi la guerre froide. Luna 25, engin d'alunissage, va être envoyé dans la nuit de jeudi à vendredi. On se souvient qu'au cœur de la guerre froide, il y avait aussi cette rivalité de la conquête de la Lune, de la conquête spatiale. En deux mots, on le suivra en fin de semaine, bien sûr. Ce qui m'intéresse, c'est premièrement, maintenant, un tiers du PIB de la Russie consacré à l'armement. 37%. Cela, oui. 37%. Donc on va arriver bientôt au chiffre de la chute de l'URSS. Et ce qui a poussé aussi l'URSS à se casser la figure, ça a été, premièrement, la course à l'armement et deuxièmement, la course spatiale. Donc là, c'était 50% à l'époque du budget. On a deux indices qui nous montrent que la Fédération de Russie est en train de refaire le scénario de la chute de l'URSS. Bon, ça fait sourire Mariana Perebenesiuk. Ça m'a rappelé une très très vieille blague ukrainienne de l'époque soviétique. Alors la blague, elle est très courte. Alors, t'as entendu, les Russes sont partis dans l'espace. Quoi, tous? Non, seulement un. Dommage. Bon,